Ok, donc, dans ce qui a précédé sur les théories de la négociation inspirées de la théorie des jeux, je m'étais appuyé essentiellement sur l'ouvrage de Raifa et on s'était intéressé aux jeux à somme nulle et aux jeux à somme positive. Il nous reste à traiter un cas de figure pour lequel je vais m'appuyer sur le livre de Thomas Schelling, Strategy of Conflict. Donc ça fait partie des livres cultes, des livres qui vraiment font progresser la compréhension qu'on a des choses. C'est un livre de 1960. Le thème du livre, c'est comment faire face à la menace de l'apocalypse nucléaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup comme menace globale du changement climatique. C'est celle qui est la plus visible dans le paysage intellectuel mondial. Mais il y en a une autre qui est au moins aussi grave, mais qui est beaucoup moins visible dans l'agenda médiatique et politique actuel. C'est la guerre nucléaire et ses impacts possibles sur à la fois l'écosystème mondial et sur l'humanité. Les années 60, ça a été la prise de conscience de l'existence de ce danger, de la possibilité, d'une part, pour les États-Unis et l'URSS de se détruire réciproquement, et de manière accessoire, dans la pensée en tout cas des militaires, avec des conséquences secondaires, écologiques et sociales, qui seraient une destruction à très grande échelle de l'humanité. Donc ce jeu, cette négociation, elle est a priori triviale, et c'est ça le point de départ de toute la réflexion de Schelling. C'est-à-dire que vous soyez l'URSS ou les États-Unis, votre intérêt absolu, chacune des deux parties a un intérêt qui ne se discute absolument pas. Cet intérêt, c'est de ne pas appuyer sur le bouton. Puisque si j'appuie sur le bouton, l'autre est détruit et moi, je suis détruit parce que le temps que mes missiles arrivent chez l'autre, il a tout le temps d'envoyer de quoi détruire la totalité de mon pays. Donc, on est dans le cadre d'un jeu en apparence facile, j'y reviendrai tout à l'heure. Les deux belligérants ont intérêt à se retrouver sur une solution qui les arrange tous les deux, c'est de ne pas appuyer sur le bouton. Bon, ça paraît trivial. Pour nous montrer en quoi ça ne l'est pas, Schelling nous raconte des apologues, des petites histoires qui permettent de comprendre la structure intellectuelle d'un problème. Et ils nous disent, par exemple, il nous dit, un couple se rend au grand magasin, et puis en faisant leurs courses, ils se perdent. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Donc, ils ont un problème, comment on va faire pour se retrouver ? En termes de théorie des jeux, il n'y a pas photo. Ils ont tous les deux envie de se retrouver pour pouvoir rentrer chez eux. Il n'y en a pas un qui a gagné à part retrouver l'autre, etc. Donc c'est un jeu purement de coopération. Or, ça n'est pas trivial parce qu'encore faut-il qu'ils arrivent à se retrouver. Et donc, comment vont-ils se retrouver ? Schelling nous dit, ben voilà, c'est très simple. Pour se retrouver, il faut que chacun se demande à quel lieu de rendez-vous l'autre va penser. Est-ce que, par exemple, s'ils ont une voiture garée au parking, ils vont penser spontanément à se retrouver au parking ? Ou bien est-ce qu'ils vont se retrouver à la cafétéria ? Ou bien s'ils avaient encore une autre course à faire qui n'était pas encore faite, ils peuvent se coordonner en anticipant que l'autre va anticiper pour se retrouver à cet endroit-là. En tout cas, on est dans un type de situation où le but, c'est de se retrouver parce que c'est comme ça que chacun va avoir le meilleur score. Autre exemple, donc par Schelling, autre histoire qui nous raconte, on a deux parachutistes qui sont parachutés sur un territoire occupé pour une mission spéciale. Et puis, il y a un incident au largage des parachutistes. Ils ne sont pas largués exactement au même moment. Chacun a une carte et ils se retrouvent respectivement sur le point X et Y de la carte. Donc chacun sait où il est, mais ne sait pas où est l'autre. Ils ont tous les deux le plus grand intérêt à se retrouver le plus vite possible.
où est-ce qu'ils vont se retrouver? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous avez, comme moi, le fond de carte devant vous. Vous êtes un des deux parachutistes. Vous vous demandez où est-ce que je vais retrouver l'autre? On peut prendre la rivière comme point de repère. Oui, et vous le retrouvez où l'autre? Ou l'étang, disons. Vous irez à l'étang? L'étang, ouais. Qui d'autre irait où? Au pont. Au pont. À l'étang. Pardon? C'était discret. En dessous du pont. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher sur la carte et dans le paysage un point saillant, toujours dans le même raisonnement, à quel endroit l'autre va penser, et pour qu'on puisse se retrouver. Vous vous rappelez que dans la partie antérieure, que dans la première partie de ce cours, je vous avais montré les diagrammes par lesquels Walton et McKersey illustrent la structure des problèmes de négociation. Donc, sur le problème à somme nulle, c'est celui qui est à gauche, on voit bien pourquoi il y a une difficulté. Ce que l'un gagne, l'autre le perd. Sur le problème mixte, à droite, on voit bien la difficulté. On crée de la valeur, mais en même temps, il faut se l'approprier. Le problème du milieu paraissait trivial, en fait, puisqu'il y avait une solution qui était absolument dominante pour chacun des deux. Sauf que ce problème n'est pas trivial s'il y a une difficulté de communication entre les deux partenaires. Donc tout le fond de l'approche de Schelling, c'est de dire les problèmes de coordination qui sont triviaux si on les envisage uniquement sous l'angle de la répartition des bénéfices ne sont pas triviaux du tout si on prend en compte d'éventuelles difficultés de communication entre les partenaires. Ok. Donc, dans ce cadre-là, il va falloir, pour se coordonner, que chacun spécule sur les perceptions de l'autre. Et cette spéculation, elle est une spéculation en miroir à plusieurs étapes. Où est-ce que l'autre va penser à aller? Où est-ce que l'autre va penser que je vais penser à aller? Où est-ce qu'il va penser que moi je vais penser que lui va aller? Et donc on est dans un raisonnement récursif qui est du même ordre que le raisonnement stratégique récursif de la théorie des jeux, sauf que, en l'occurrence, c'est un raisonnement récursif pour arriver à se retrouver et pas pour arriver à résoudre un problème distributif. Et du coup, dans ce cadre de ce raisonnement, ce qui va se produire, c'est qu'on va se retrouver. Le seul critère, c'est une forme d'évidence. C'est-à-dire, il y a un point qui va sembler évident. On va se dire, ah bah tiens, il va se retrouver là. Il y a une forme de saillance, on pourrait dire aussi, plutôt que d'évidence. L'enjeu de ces jeux de coordination, c'est de trouver des points saillants qui permettent de se retrouver parce qu'on a intérêt à se retrouver. Dans la négociation, ça va se traduire par ce qu'on appelle le point focal, c'est-à-dire qu'en fonction des contenus de la négociation, il peut y avoir des points qui se comportent un peu comme des attracteurs et qui vont devenir une sorte d'évidence pour les deux négociateurs. Par exemple, si vous achetez à manger, que vous êtes deux à la pause déjeuner, et que vous vous demandez comment on peut se répartir ce qu'on a acheté, il y a un attracteur qui est couper la poire en deux. On va partager la dépense en deux. Il n'est pas absolu, vous pouvez avoir d'autres résolutions du même problème, comme dans le sketch de Muriel Robin sur l'addition, mais en tout cas, ça constitue un exemple d'attracteur dans cette discussion. Donc, on va reprendre un peu plus systématiquement les petits jeux que Schelling nous donne. Pourquoi il nous donne toute cette liste de petits jeux de coordination? C'est pour nous montrer que la nature de ce qui crée un point saillant est complètement contingente. D'un cas à l'autre, c'est hétérogène. Et par ailleurs, ça ne relève pas d'un calcul rationnel qui pourrait être opposable à quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire que là où moi je vois une évidence, quelqu'un d'autre peut très bien ne voir aucune évidence. Par exemple, dans le petit jeu de pile ou face, Schelling nous explique que sur les gens qu'il a fait jouer à ce jeu, 36 personnes se sont retrouvées sur pile, alors que seules 6 ont choisi face. Je vous dis pile ou face, vous pouvez vous coordonner sur pile d'abord, et hop, on se coordonne. Donc, voilà. Et si j'avais dit face ou pile, le résultat serait différent. Donc vous voyez que c'est complètement contingent, ça n'est pas lié au contenu rationnel de la négociation, mais à des points saillants, arbitraires de la négociation. Le deuxième exemple sur les chiffres, il nous indique que les 3 premiers chiffres ont reçu 37 des suffrages sur 41 participants qui ont participé au jeu. Et que 7 étaient un peu en avant de 100 et 13 en 3e place. Ce que vous voyez, c'est que les éléments qui rendent ces chiffres potentiellement saillants sont complètement hétérogènes. 7, c'est le premier de la liste. Bon, si vous êtes un peu pervers, c'est un nombre premier, ou le premier, c'est un nombre premier. 100, c'est un chiffre particulièrement rond. Et 13, il renvoie à des éléments de superstition, de mythologie, des choses de ce genre-là. Donc vous voyez que ces chiffres-là sont saillants par des caractéristiques complètement arbitraires et hétérogènes, alors que les autres ne sont pas du tout sortis comme saillants. De la même manière, dans le 3e problème, où il s'agit de cocher une des cases, Schelling constate que la case en haut à gauche a reçu 24 suffrages sur 41, donc beaucoup de gens qui ont réussi à se retrouver sur cette case-là, et que tous les autres, sauf 3, étaient dans la diagonale. C'est-à-dire soit ils ont choisi le coin en bas à droite, soit une autre case, une case proche du centre. Donc en fait, ces cases n'ont rien de différent l'une de l'autre, c'est simplement que chacun projette dessus une forme d'évidence et il va imaginer que l'autre projette aussi une forme d'évidence et les deux vont d'une certaine manière se retrouver là-dessus. Autre exemple, toujours de la liste de Schelling, vous devez rencontrer quelqu'un à New York. On ne vous a pas dit où, vous n'avez aucun arrangement avec cette personne sur où vous vous retrouvez. Où est-ce que vous vous retrouvez? Et là, il constate que la majorité des gens arrivent à se retrouver. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils se retrouvent à la gare centrale de New York au point d'information. Et puis, vous voyez la question suivante. Vous n'avez aussi pas d'heure pour rencontrer l'autre. Est-ce que vous pouvez imaginer? Et la majorité des gens se sont retrouvés à midi à la gare centrale, sans autre indication. Mais évidemment, c'est complètement contingent. C'est contingent au fait que son échantillon, ça doit être des gens de Yale, donc ils sont à New Haven, Connecticut. Donc pour eux, le point de passage obligé à New York, c'est la gare centrale, et donc c'est l'endroit normal pour se retrouver. Donc là, on a un problème où il n'existe aucune information objective pour se coordonner, mais il y a des formes de science subjective qui vont permettre aux gens de se coordonner alors qu'ils ont un intérêt total à se coordonner. Autre exemple encore plus éloquent, on vous demande d'écrire un nombre, et si vous écrivez le même nombre, vous avez gagné, on peut même dire vous avez gagné la somme d'argent du nombre. Et ce qu'il nous indique là, c'est que 2/5 des personnes, pas la somme d'argent du nombre, pardon, si vous avez le même nombre, vous gagnez. Donc 2/5 des personnes se sont retrouvées sur le nombre 1. Il y a une forme d'évidence, vous prenez une suite de nombres, voilà, le premier de la suite, quel qu'il soit, et il peut avoir une science. Et dans le suivant, c'est un peu plus compliqué, parce que là, vous avez une somme d'argent à gagner. Donc si vous dites 1, c'est pas génial, vous gagnez $1, c'est facile de se coordonner, mais ça ne va pas être super du point de vue du gain. Et là, il nous explique que sur 41 personnes, 12 ont réussi à se coordonner sur $1 million.
Vous voyez que c'est pas... Statistiquement, s'il n'y avait aucune forme de convergence, on n'arriverait pas à ça. Donc il y a bien des formes de point focal ou de science qui émergent dans cette situation. Vous voyez que derrière l'idée du 1 million de $, ça n'est pas quelque chose qui est lié à une optimisation du gain. Ça n'optimise absolument pas le gain. Si on avait dit tous les deux 10 millions, ce serait vachement mieux. 100 millions, ce serait encore mieux, etc. Donc, le problème n'est pas un problème d'optimisation, c'est un problème de coordination. Et 1 million de $, subjectivement, culturellement, c'est quelque chose qui va être saillant comme indicatif d'une somme d'argent enviable à gagner. Et si on arrive tous les deux à anticiper la chose, eh bien, on va se coordonner dessus. Très proche des jeux de négociation. On vous pose sur la table 100 $ en billets de 1 $, et on vous demande de les diviser en 2 piles. Et si vous êtes tous les deux d'accord, sans avoir communiqué sur la division, c'est bon, vous avez gagné chacun une des 2 piles. Là, on voit bien que c'est relativement évident, 36 des 41 participants sont tombés d'accord sur 50-50. Là encore, c'est pas aucun calcul peut vous donner ça, c'est ok, on a un point focal qui est 50-50, ça résulte toujours de principes de justice ou de raisonnement palpable qui nous guide dans cette situation. Donc ça, pour la négociation, bien sûr, ce 50-50, c'est quelque chose de très fort. Ça nous montre vraiment la force des points focaux dans ce genre de situation. Encore plus troublant, voici une situation de vote dans laquelle il y a eu un premier tour, et ce qui est indiqué, c'est les scores du premier tour. Smith a eu 19, Jones 28, Brown 15, Robinson 29 et White 9. On est dans une situation où vous vous fichez du programme des candidats, mais vous avez quelque chose à gagner, à voter pour le candidat qui va remporter l'élection. Donc comment je fais pour voter pour quelqu'un en sachant que j'ai intérêt à voter pour celui qui va remporter l'élection? Là, c'est pas compliqué. 20 sur 22 participants ont choisi Robinson, c'est-à-dire celui qui est arrivé en tête au premier tour. Et Schelling nous dit qu'il a refait le même test après, en changeant simplement une donnée. Il a donné un score égal au premier tour à Jones et à Robinson. Donc 28 points, 28 à Jones, 28 à Robinson. Eh bien, les gens se sont coordonnés sur Jones uniquement parce qu'il était le premier dans la liste et que ça offrait un point focal ou un point saillant pour se coordonner. Donc là, vous voyez que quand on vous propose de choisir des marchandises dans une gondole de supermarché, quand on vous présente une liste d'hommes politiques à élire, quand on vous propose des films à choisir ou toute cette sorte de choses, vous voulez aller avec quelqu'un au cinéma, la manière dont l'offre de film a été présentée aux deux va créer des convergences qui vont aider à ce que les gens se retrouvent dans tel film plutôt que tel film. Donc encore une fois, l'intérêt de les multiplier, c'est de montrer la nature complètement hétérogène de ces phénomènes de science et de ces anticipations réciproques, mais de montrer leur force, même dans des contextes où il n'y a aucun élément de calcul rationnel pour nous guider, mais uniquement la recherche de repères subjectifs pour se coordonner. Ouais, pour pas mal d'exemples, il y a quand même objectivement des symétries au problème, ce genre de jeu-là qui donne l'impression que ça donne une place à un calcul rationnel quand même derrière de choisir des solutions qui vont respecter quand on divise en deux et pile, toute autre configuration peut faire 50-50. Quelque part, elle nécessite de casser la symétrie entre les deux piles qu'on n'a aucune raison de faire. Voilà, mais cette symétrie, c'est une symétrie perçue. Je vous donne un exemple très simple. Vous achetez de quoi manger avec un autre étudiant. Ok.
La symétrie, elle est très forte subjectivement. Je vais à la sandwicherie avec mon fils pour acheter de quoi manger. Comment on va se répartir les choses? Est-ce qu'on est dans un truc père-fils ou bien est-ce qu'on s'appuie sur notre topic de colloque entre père et fils? Vous voyez ce que je veux dire? La perception de ces symétries, elle est très forte par ses effets, mais elle est très fragile par ses fondements en fait. Elle a quelque chose de conventionnel. Vous connaissez aussi l'apologue du millionnaire et du clochard qui trouvent en même temps un billet de 200 €. Comment peuvent-ils se le partager? Tout dépend. Le raisonnement, on y reviendra ultérieurement. Mais ils peuvent se dire, ok, c'est 50-50. Ou bien on peut se dire, le millionnaire n'en a aucun besoin. Ou bien on peut se dire, le mendiant va le boire. Vous voyez ce que je veux dire? Ces symétries, c'est des symétries fortement perçues. Et donc, oui, quand je dis le mendiant va le boire, c'est la même chose que si je suis un banquier et que deux entrepreneurs viennent me voir pour me demander 50 000 € pour leur start-up. Il y en a un qui a grand besoin de 50 000 € et l'autre qui a du capital par ailleurs, etc., etc. Sur quoi je m'appuie? Comment je fais mon choix? Donc même quand il est vrai qu'il y a des éléments de structure perçus qui peuvent être très forts dans leur influence. Par exemple, en matière de politique, une personne, une voix pour le vote, c'est un attracteur très fort, mais qui repose toujours sur, même quand ils sont très forts, ça repose sur des bases qui sont souvent discutables. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la négociation? Parce que dans la négociation, on n'a pas, en général, un intérêt complètement convergent. Dans une situation de négociation, il y a des divergences d'intérêts en même temps que des convergences. Et bien, ce qui fait le lien avec le jeu de coordination, c'est le fait que les enjeux distributifs de la négociation induisent une contrainte sur la communication dans la négociation. Dit autrement, quand vous êtes dans une discussion dans laquelle il y a des enjeux distributifs qui vont dépendre de la manière dont vous discutez avec l'autre, vous allez calculer votre communication pour ne pas lâcher certaines informations, pour essayer d'en acquérir d'autres, etc. Et vous êtes dans un régime de communication qui n'est pas libre, mais qui est contraint, et qui du coup va créer un obstacle à la communication libre, et donc va créer un obstacle à la coordination. Et du coup, ce que nous dit Schelling, c'est ceci, c'est que même les aspects de coordination dans une négociation vont être rendus difficiles par la difficulté de communication liée aux enjeux distributifs de la négociation. Et du coup, la conséquence va être que dans les négociations, la coordination tacite va jouer un très grand rôle. Puisqu'on ne peut pas tout se dire dans la négociation, eh bien, il va falloir qu'on essaye quand même de se retrouver sur des accords possibles. Et pour ça, une partie de la coordination va être tacite. Par exemple, du langage non verbal. C'est-à-dire, je vais exprimer des choses que je ne dis pas pour pas qu'on puisse me les opposer. Et pour pas qu'on puisse me les opposer, comme si j'avais parlé avec des mots, je vais m'exprimer par des expressions, par exemple. Ou bien, je vais déguiser mon expression pour tromper l'autre sur ma position, de manière à acquérir un avantage tactique. Et l'autre va essayer de deviner, etc., etc. Et donc, on se retrouve dans un régime de communication contraint qui va créer des problèmes de même type que dans le pur jeu de coordination, et donc qui va se traduire par le fait qu'on va retrouver l'importance des points saillants, des points focaux et de la coordination tacite dans les situations de négociation. Donc peut-être que ça vaut le coup de discuter un peu, là on est sur un point particulièrement fondamental. Ouais. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour montrer si les points saillants ils sont les mêmes, par exemple, quand on fait communiquer deux personnes qui ont des cultures différentes, qui parlent des langues différentes?
Oui, ils sont différents, c'est clair. Ok. C'est clair. Donc il n'y a pas d'universel humain Ben non. Non, parce que c'est effectivement très contingent à des éléments culturels, des éléments situationnels, beaucoup aussi des éléments venus du passé historique. Monsieur et madame qui sont perdus dans le grand magasin, imaginez que leur première rencontre sentimentale ait eu lieu au rayon petit train électrique du grand magasin. Ben, ils ont une vraie chance de se retrouver au rayon petit train électrique, alors que quiconque d'autre a un vécu différent. On est en 1960. Hein. Alors que quiconque d'autre a un vécu différent n'a absolument aucune chance de se retrouver à cet endroit-là. Dans la négociation, c'est pour ça, par exemple, que la notion de dire on va faire un accord de paix pour ramener la situation aux frontières antérieures au conflit a une très forte attraction focale, alors que cette frontière n'est peut-être pas particulièrement utile ou logique ou rationnelle, mais elle constitue un repère dans l'histoire des protagonistes. Peut-être, oui, en fait, je vais anticiper sur la conclusion à cet égard-là. Pour moi, c'est un des aspects les plus importants et intéressants de ce qu'apporte Schelling ici, c'est de montrer que même en partant d'un raisonnement qui est un raisonnement de théorie des jeux totalement rationnel, on débouche de manière imparable sur la nécessité de faire rentrer en ligne de compte des éléments qui sont par nature complètement irrationnels. Et cet aspect-là, c'est-à-dire le fait que le calcul rationnel ne peut pas nous emmener au-delà d'un certain point dans la résolution des problèmes négociés, et qu'il va falloir accepter de raisonner d'une manière autre que le calcul rationnel, sur des éléments contingents, subjectifs, partagés, qui peuvent être historiques, culturels, esthétiques même. Cette nécessité logique qui nous conduit du calcul rationnel à la nécessité de faire rentrer autre chose, je la trouve d'un intérêt immense dans toutes les formations ou les voies de recherche qui développent le côté rationnel, mais qui l'appliquent à des domaines dans lesquels les phénomènes de coordination dont on parle jouent un rôle majeur, puisqu'ils nous montrent que vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain point avec le calcul rationnel. Il va falloir faire rentrer d'autres éléments qui relèvent d'autres logiques, d'autres raisonnements, d'autres disciplines. Et donc cet aspect-là, pour moi, est absolument passionnant. Et Schelling donne une bonne entrée parce qu'il ne postule pas qu'on a besoin de ces éléments subjectifs. Il le démontre en partant de considérations rationnelles au départ. Ouais. Deux questions. Donc on a vu le rôle des points focaux dans la coordination. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête de points focaux justement dans la coordination tacite, concernant des points focaux en termes de communication non verbale par exemple. Et la même chose, c'est que dans les exemples de négociation qu'on a fait la semaine dernière, on a vu aussi le rôle dans ce qui est plutôt un obstacle à la coordination, qui sont les enjeux distributifs. On a vu le rôle des points focaux pour construire des valeurs polaires fortes du marché dans la négociation immobilière, et on construisait ça, y compris dans le distributif. Donc c'était sur un aspect qui n'était pas du tout de coordination à ce moment-là, et du coup j'ai un peu du mal à recerner en quoi est-ce que ça c'est vraiment fortement lié à ces enjeux de coordination. Alors sur la première question, les points focaux, ils portent sur le contenu, hein, pas sur les modalités de communication. Sur la deuxième question, je vais y revenir dans la diapo après la suivante. D'autres questions à ce stade. Donc là, on est sur un point absolument fondamental. Hein, on est sur le fait que la théorie des jeux nous conduit finalement vers autre chose, vers d'autres dimensions de la négociation. À partir du moment où on constate que l'importance de la coordination tacite dans la négociation, on va tomber, en fait la réponse à votre question commence dès maintenant, sur le fait que la coordination tacite porte aussi des enjeux distributifs, c'est-à-dire que je communique de manière tacite avec l'autre pour essayer de nous coordonner, mais de nous coordonner d'une manière qui va plutôt servir mes propres enjeux distributifs.
Et donc, il y a d'abord un vrai intérêt stratégique au handicap communicationnel ou au handicap pratique. Si quelqu'un me demande de faire quelque chose et que je ne peux pas le faire, la négociation va tourner à mon avantage. Si je me mets hors d'état de participer à une situation professionnelle, eh bien l'autre aura beaucoup de mal à m'obliger à participer à cette situation professionnelle. Du coup, il y a une vraie prime à l'impuissance. Dans la vie sociale et politique actuelle, ça se constate à tous les niveaux, depuis les relations internationales jusqu'aux relations sociales, intranationales. Ça se constate même à l'intérieur des masters. Schelling, qui est toujours assez drôle, nous donne un exemple très marrant. Il nous dit, voilà, imaginez que vous ayez fait un pari avec des amis de traverser un passage clouté dangereux, comme celui qui est devant l'école, où régulièrement je vois des gens écrasés par des autos. Oui, il est excessivement dangereux, et plusieurs fois par an, il y a des gens qui se retrouvent au tapis là, sur ce passage clouté. Donc, imaginez que vous fassiez un pari avec vos camarades en disant, moi, je fais arrêter même la bagnole qui arrive à toute vitesse et qui veut passer. Schelling nous dit, voilà, vous avez deux stratégies possibles. Vous avez une stratégie qui est d'arriver sur le passage clouté et de regarder le chauffeur, en essayant de lui communiquer votre détermination dans votre regard. Et vous avez une autre stratégie qui consiste à arriver avec une canne, le nez dans vos godasses, et à vous avancer sur le passage clouté sans regarder, parce que de toute façon, vous êtes hors d'état de regarder. Qu'est-ce qui vous donne la meilleure chance de gagner? Schelling nous dit, c'est plutôt la deuxième stratégie. Parce que si vous êtes dans une sorte d'affrontement des regards, l'autre sait que vous avez vu que lui avance et qu'il ne va pas freiner, donc il sait qu'à un moment donné, vous êtes en état de sauver votre peau. Alors que l'autre, il n'a aucun moyen de savoir si c'est du flanc ou pas, et donc il a de meilleures chances de s'arrêter. Encore une fois, ce n'est jamais une science exacte. C'est-à-dire que n'essayez pas de le faire, mais il y a un avantage au handicap. Dans cet exemple, il y a aussi une grosse différence qui est que regarder du regard, c'est un geste qui est beaucoup plus discret que la canne qui est très visible. Il faudrait peut-être plus comparer la canne au fait de faire un grand signe au chauffeur de la main, lui dire stop, je passe, et s'engager comme oui, par exemple. Mais vous là, pouvez aussi avoir la tête dans vos godasses en donnant des signes d'impuissance, c'est-à-dire si vous avez l'air très vieux, complètement incapable de regarder, etc., et que vous partez, vous avez quand même de bonnes chances que l'autre s'arrête, parce qu'il n'a pas vraiment l'option, si vous voulez, vous ne lui laissez pas l'option, vous vous êtes pris vous-même en otage. Et donc, vous êtes dans une situation de négociation renforcée par le fait que vous êtes faible. Il nous donne un autre exemple, toujours basé sur la carte des parachutistes. Donc vous avez vos parachutistes qui sont tombés dans les points X et Y. Ces parachutistes ont chacun un talkie-walkie. Et puis, imaginez qu'il y ait un parachutiste qui tombe au point Y, et puis un parachutiste qui tombe juste à côté du pont. Non, imaginons qu'il... Pardon. Il y a un parachutiste qui tombe comme dans l'autre exemple au point X et Y, mais ils ont une radio. Donc vous êtes le parachutiste qui est au point X. Et vous êtes fatigué, vous avez la flemme, il pleut, et vous venez de trouver une petite grange à l'abri de laquelle vous êtes mis, vous êtes vachement bien. Vous entendez dans votre talkie-walkie l'autre qui appelle, qui dit « Ouais, bah écoute, moi je suis au point Y de la carte, je te propose qu'on se retrouve. Et toi, tu es où ?» Votre intérêt, c'est de faire semblant que votre talkie-walkie est cassé, et l'autre va être obligé de vous chercher d'une certaine manière. Et si vous êtes, vous, au pont, vous pourrez, si vous discutiez avec l'autre, vous vous retrouveriez à mi-chemin entre le pont et lui. Eh bien, si vous faites semblant que votre talkie-walkie est cassé, vous êtes ramené au problème précédent, c'est-à-dire au problème de la coordination sans communication. L'autre va venir au pont parce que c'est le point le plus saillant de la carte,
vous allez faire semblant que vous avez marché autant que lui alors que ce n'est pas le cas. Et en fait, vous allez réussir à vous coordonner, mais vous n'aurez pas marché et lui, il aurait été obligé de marcher. Et donc là, on a un exemple caractéristique dans lequel il y a un enjeu distributif, si on rentre un enjeu distributif dans la situation, ça crée un intérêt à brouiller la communication, dans certains cas, parce que le phénomène de l'obligation d'essayer de se coordonner va jouer dans votre intérêt distributif dans ce cas particulier. Pour aller un cran plus avant, le fait, on pourrait dire oui, mais le fait que vous puissiez communiquer, par exemple, imaginez que vous ayez des talkie-walkie qui sont parfaits, qui ne peuvent pas tomber en panne. Le fait que vous puissiez communiquer supprimerait éventuellement cette obligation, cette importance de la communication tacite. Pas vraiment, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les éléments explicites que vous donnez dans la communication reviennent simplement à rajouter des repères dans la description de la situation. Mais par rapport à ces repères, vous pouvez, et même vous êtes conduit à continuer à jouer de manière stratégique. Si vous êtes par exemple des syndicalistes en grève, chaque jour, il va se rajouter des éléments nouveaux. La direction de votre entreprise va s'exprimer à la radio. Le lendemain, le gouvernement va s'exprimer à la radio. Un ouvrier va être interrogé, va dire X ou Y à la radio. Donc il y a tout le temps des éléments explicites qui vont se rajouter. Ça ne fait que compliquer le problème, mais derrière, il va rester dans les interstices de la place pour la négociation tacite et pour la communication tacite. Donc on arrive à des situations dans lesquelles la communication explicite et la communication tacite se superposent et jouent toutes les deux en même temps. Et donc vous êtes dans des situations de négociation tactique où les deux phénomènes vont jouer en même temps. Donc c'est un peu la réponse à vos questions sur comment ça se passe quand on est dans une situation où il y a de la négociation explicite. Alors un exemple classique de technique de négociation qui repose là-dessus, c'est l'ancrage. L'ancrage, ça consiste à influencer les perceptions de l'autre en amont de la négociation. Et donc ça va jouer sur de la communication qui est explicite et anodine en apparence, mais qui envoie des messages de communication implicite, c'est-à-dire que l'autre va adapter sa perception de la situation à ce qui vient d'être dit. Par exemple, si vous allez voir un professionnel libéral, pourquoi la plupart des professionnels libéraux, les avocats, les médecins, sont dans des locaux, surtout les avocats, relativement impressionnants par leur standing? C'est parce que ça envoie un message subliminal qui fait qu'au moment où on va discuter sur les honoraires, le client se sera fabriqué une anticipation de ce qui va lui être demandé, plus haute que s'il était dans d'autres types de locaux. De la même manière, hein, moi si vous êtes, imaginez que vous soyez consultant et que vous discutiez avec des gens qui pourraient devenir des clients, bien sûr, et vous savez qu'à un moment donné, bien en aval, hein, peut-être plus tard dans la journée ou dans un mois, dans un an, la discussion va venir apporter sur le montant de vos honoraires. Vous avez intérêt à influencer leur perception de ce qu'on peut vous proposer comme honoraire. Et par exemple, vous pouvez choisir dans un cadre totalement informel de raconter une histoire sur une mission que vous venez de faire. Vous racontez l'histoire pour une raison tout autre que les honoraires. Et vous dites par exemple, c'est incroyable, ils m'ont envoyé faire une mission d'expertise dans la jungle de la République démocratique du Congo, ça a été une galère pas possible, etc., etc. Et en plus, ils ne m'ont pas payé plus que 1 000 € par jour. Et puis hop, vous passez. L'information n'est pas saillante dans ce cadre-là.
mais elle n'est pas perdue pour le fait que 15 jours après, quand vous allez discuter de vos honoraires sur le montage d'un contrat de consulting avec les mêmes interlocuteurs, dans un cadre plus formel cette fois-ci, leur perception de votre zone de négociation aura été formée ou transformée par cet ancrage préalable. Donc vous voyez, là on est dans ce mix d'informations explicites et tacites qui est si fondamental pour la négociation. Mais est-ce qu'on peut parler plutôt plus de manipulation que de négociation? Est-ce qu'on essaie un peu de... C'est un peu quand même de les manipuler en fait. C'est quand même... Il y a un intérêt, on cherche quelque chose. Oui. Et imaginez que deux personnes essayent de se rencontrer pour une raison quelconque. Et qu'elles réfléchissent à ce qui peut favoriser leur rencontre. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une coopération pour se rencontrer, ou est-ce qu'on est dans le cadre d'une tentative de manipulation? Tout dépend de l'interprétation qu'on fait de la rencontre. C'est-à-dire que les mêmes comportements, les mêmes calculs, les mêmes contenus peuvent être jugés comme une manipulation si vous jugez la rencontre comme étant dissymétrique, ou peuvent être jugés au contraire comme un cadeau, une coordination pure, si la rencontre est jugée comme bonne pour les deux parties. Donc vous voyez bien que là, la différence entre manipulation ou coordination, elle ne dépend pas de ce qu'on fait au moment où on le fait, elle dépend d'une sorte de jugement ex post sur la situation. C'est-à-dire si vous êtes dans une situation où la rencontre est de manière pure la meilleure solution pour les deux, il n'empêche pas que vous allez calculer sur ce qui pourrait favoriser la rencontre. Mais pour reprendre, je pense qu'on va faire sa démarche, pour reprendre sur les parachutistes qui cherchent dans tous les cas à se rencontrer, il y a quand même une différence entre la coordination entre les deux, ou le fait de volontairement faire comme si son talkie-walkie est brouillé. Oui. Et ça, dans ce cas-là, on rentre quand même dans une démarche qui est toute autre, en tirant à son avantage. Là, c'est pas tant le but, c'est pas tant la critique ex post, c'est vraiment dans la manière de faire. Il y a une manière qui est de la manipulation, parce qu'on est dans le mensonge à ce moment-là. On va dire les choses autrement. On va dire les choses autrement, c'est dans un cadre de négociation, il est clair qu'il y a des enjeux distributifs. Et donc, dans un cadre de négociation, il est clair que chacun peut aller jusqu'à un certain point pour défendre ses enjeux distributifs. Toute la question est le jugement qu'on fait sur jusqu'à quel point on peut aller pour défendre ses enjeux distributifs. Il y a une citation super de Marivaux que je n'arrive pas complètement à me rappeler, mais qui en substance consiste à dire qu'importe qu'il est rusé pour me rencontrer, du moment que la rencontre me comble. Et donc, si vous voulez, ça c'est le côté ex post, et sur le côté distributif, tout dépend jusqu'où on peut aller dans une négociation. Par exemple, vous ne pouvez pas attendre que l'autre vous dise tout. Par contre, vous pouvez attendre qu'il ne vous cache pas certaines choses. Exemple, si j'achète une voiture d'occasion, le vendeur n'est pas obligé de tout me dire sur la voiture. En revanche, si la voiture possède un défaut grave, par exemple que le châssis a été endommagé et qu'elle a été passée au marbre, ou qu'elle possède une panne grave qui n'a pas été réparée, là, la loi lui interdit de me vendre une voiture sans communiquer cette information. Donc, la négociation, le type de raisonnement de communication qu'on va faire dans la négociation, par définition, il se situe dans une forme de zone grise. Je prends un autre exemple. Imaginez que vous vendiez un appartement et que vous ayez un voisin qui est passionné de cuisine et qui régulièrement fait des cuisines, des préparations culinaires dont l'odeur est désagréable. Est-ce que vous allez dire ça dans la négo pour vendre votre appartement ou pas? Voilà. Donc, il y a une question de jugement là-dessus, qui revient sur cette question de manipulation. Une chose est sûre, en tout cas dans un cadre de négociation, il faut accepter le fait qu'on est dans des formes de manipulation réciproque. La question n'est donc pas est-ce qu'il y a manipulation réciproque, la question c'est jusqu'à quel point
cette manipulation est acceptable, ou bien dans quel cadre elle est acceptable au vu des outcomes ou d'autres éléments de jugement normatif qu'on peut porter sur cette situation. Ce qui paraît être aussi tacite dans ce type de coordination, ce sont les règles que s'imposent les deux parties. Par exemple, si on parle de mensonge, ça paraît évident qu'on ne va pas se mentir l'un et l'autre. Est-ce que c'est quelque chose d'établi, les règles de la coordination? Bah non. Éthique ou de mensonge ou ce genre de choses? Eh bien en fait, elles sont extrêmement dépendantes de la culture du groupe dont vous faites partie, par exemple, ou bien du degré de confiance que vous avez avec l'autre. Et donc, dans chaque relation, vous allez petit à petit établir des limites dont une partie sont tacites sur ce que vous devez dire, sur ce que vous pourriez dire ou sur ce que vous êtes d'accord pour ne pas dire. Et vous allez, tout ça va jouer dans la coordination. Il y a aussi, on y reviendra dans un cadre un peu différent après, il y a donc aussi un jeu de coordination sur les règles, c'est-à-dire pour pouvoir suffisamment coopérer avec des gens avec qui vous avez pourtant des enjeux distributifs, vous allez, surtout si vous négociez dans la durée, vous allez établir des sortes de règles, en partie tacites, qui vont encadrer la continuation de cette communication. Pas d'autres questions sur cet aspect communication tacite? Alors du coup, pour en finir avec Schelling, un point, là je ne vais pas m'étendre sur ce qu'il écrit sur la dissuasion, j'ai surtout insisté sur son approche de la négociation. Le point clé pour lui, c'est que la dissuasion, c'est un levier de pouvoir. Vous voyez ce que c'est que la théorie de la dissuasion? On a des armes nucléaires. Hein. La France, par exemple, a des armes nucléaires. Elle n'a pas des armes nucléaires pour les utiliser, pour détruire d'autres pays. Elle a des armes nucléaires parce que ça lui donne une position de puissance du fait qu'elle pourrait le faire, et que le fait qu'elle pourrait le faire change les conditions de négociation avec d'autres pays. De la même manière, si vous prenez des situations de négociation à l'intérieur d'une organisation, les situations graves de punition, etc., sont très rares. L'immense majorité des problèmes se règlent à l'amiable parce qu'il existe un des protagonistes qui pourrait lancer une procédure de licenciement ou bien faire échouer l'autre d'une manière ou d'une autre, etc., dans le cadre des règles de l'organisation. Et donc, l'idée de dissuasion, c'est l'idée que on exploite une force potentielle. Ça n'est pas l'exploitation de la force, c'est l'exploitation du potentiel que nous donne le fait qu'on a la force. Et donc, cette exploitation, elle repose sur la négociation. Donc, pour Schelling, le boulot des militaires, c'est de mettre en place le système d'armement qui vous donne la force et de bien développer ce qui va se passer si on est amené à utiliser la force. Mais à partir de là, le travail du politique, c'est d'utiliser cette force potentielle pour obtenir des résultats sans l'utiliser. Et donc, il y a bien dans la dissuasion un couplage fondamental entre l'idée de la résolution négociée d'un problème et l'idée de la résolution non négociée du problème. On retrouve un thème qu'on a déjà vu avec les autres aspects de la théorie des jeux, qui était le point de retrait, par exemple, hein, l'idée de dire si j'ai un acheteur pour ma moto à 2000 € et que je négocie avec un autre acheteur possible, j'ai aucun intérêt à lui vendre moins de 2000 €. Donc, la résolution négociée est liée à la résolution non négociée du problème. Les deux fonctionnent ensemble et dans la dissuasion, cette liaison est d'une importance extrême. Donc dans cette dernière séquence sur le jeu, on va récapituler et conclure. Donc pour rappeler qu'on a introduit des notions comme la dimension distributive et intégrative, on va oublier pour l'instant la désintégrative. On a introduit des concepts utiles pour la préparation de la négociation,
le prix de retrait, l'objectif de négociation, la zone d'accord possible, l'idée, l'importance tactique des offres qu'on peut faire, de la manière dont on fait des concessions, l'idée que des gains communs sont possibles dans les jeux à somme positive. On a bien vu les dilemmes du négociateur. Dans le jeu à somme nulle, c'est je suis en tension entre le risque de ne pas avoir d'accord ou bien le risque d'avoir un accord qui me soit moins favorable que je ne pourrais avoir. Dans le jeu à somme positive, c'est la tension entre créer de la valeur ou bien tirer sur la corde pour m'approprier cette valeur. Et puis là, on vient de rajouter des éléments qui sont un régime de communication contrainte à cause des enjeux distributifs, l'importance de la coordination tacite, et puis l'importance et la contingence du processus de négociation. Dit autrement, quand une action ou une décision passe par la négociation, la manière dont se déroule la négociation va influencer le fond, le contenu de la décision. Donc, on n'est pas dans une résolution pure de problème, on est dans une résolution de problème qui est ultra sensible à un sentier de communication qui par ailleurs est soumis à des contraintes et à des jeux tactiques de communication. Donc on est dans un espace qui nous écarte d'une certaine façon de la résolution de problèmes. Donc ça, c'était la récapitulation. Je voudrais ouvrir quelques portes sur les éléments qu'on n'a pas abordés. Entre les jeux qu'on a, disons les situations qu'on a vues, il y a plein d'éléments de structure des situations qu'on n'a pas abordés. On n'a abordé que des situations les plus simples. Et donc, je vais passer rapidement en revue le type d'analyse vers lequel on irait si on voulait aller plus loin et approfondir cette analyse des structures des situations de négociation. Pour ça, je m'appuie sur une liste de questions qui est dans le livre de Reifhardt, The Art and Science of Negotiation, et qui permettent d'avoir une approche assez complète en fait de la réflexion sur les structures des situations de négociation. Première question, est-ce qu'il y a plus que deux parties prenantes? Jusque-là, on n'a parlé que de situations dans lesquelles il y a deux négociateurs. Si on a plus que deux négociateurs, on introduit une dimension complètement nouvelle qui est celle des coalitions. C'est-à-dire que la question va devenir en grande partie de savoir qui collabore avec qui plutôt qu'avec un autre et quels sont les avantages de pouvoir qu'on peut retirer du fait de participer à telle ou telle coalition. Si vous lisez des textes sur les négociations climat ou les négociations internationales multilatérales, où il y a plus de 150 pays, la question est de savoir quels pays vont faire bloc entre eux pour constituer des blocs de négociation et quelle est la stabilité de ces blocs et avec qui chacun a-t-il intérêt à s'allier. Donc là, il y a toute une dimension qu'on ne va pas voir dans le cours, mais qui est capitale dès lors qu'on aurait plus que deux parties prenantes. La deuxième question sur les structures qu'on n'a pas abordées, c'est que jusque-là, on a raisonné comme si chaque partie prenante dans la négociation était monolithique, c'est-à-dire elle constitue un interlocuteur qui a un intérêt homogène et cohérent. Or, vous voyez bien que dans beaucoup de négociations, ça n'est pas le cas. Je prends encore l'exemple des négociations climat. Si vous prenez une délégation... la délégation française à la Convention climat, vous avez un chef de délégation, mais dans la délégation, vous avez déjà des gens qui ont des idées différentes ou qui représentent des groupes d'intérêt différents. Et puis, la délégation elle-même représente la France, mais elle travaille pour des mandants qui sont l'État français, mais il y a aussi des groupes d'intérêt, les syndicats des producteurs d'énergie, etc., etc. Donc la France ne constitue pas une partie prenante monolithique dans le cadre de ces négociations climatiques. Donc il y a un article très célèbre de Putnam qui s'appelle The Dual Level Game, le jeu à deux niveaux, sur les négociations climatiques qui date des années 80 et qui a servi de base à une énorme littérature sur l'analyse de ces négociations environnementales multilatérales
qui porte une grande attention au fait que oui, il y a bien une négociation entre les États représentés par les délégations, mais qu'il y a un deuxième étage de négociation à l'intérieur de chaque État, et donc il ne suffit pas de comprendre le jeu multilatéral de la Convention, si vous voulez, des parties, mais il faut aussi comprendre le jeu qui se déroule à l'intérieur de chaque État, et c'est donc ce jeu à deux étages qui se déroule. Donc là, vous voyez ça n'enlève rien aux éléments de structure qu'on a déjà discutés, mais ça rajoute une dimension de complexité qui est totalement pertinente, très importante, et qui appelle à beaucoup de développement. Vous m'arrêtez si vous avez des questions ou des observations. Troisième grand type de question, c'est est-ce que le jeu est répété? Est-ce qu'il y a des effets de lien ou de précédent? Ça vient tout droit de la théorie des jeux, hein, c'est-à-dire que si on joue à un jeu et que j'arrive à gagner dans ce jeu face à vous en vous jouant un mauvais tour, si je suis amené après à rejouer avec vous, peut-être que j'aurai des difficultés que je ne veux pas avoir. Donc il y a des effets de répétition, de précédent qui doivent absolument être pris en compte dans la négociation. Si vous êtes dans une situation de management, que vous encadrez 50 personnes, que vous avez un problème difficile à résoudre avec une des 50 personnes par la négociation, vous allez réfléchir non seulement à ce que cette négociation résolve ce problème-là de la meilleure manière possible pour vous, ou pour les deux, mais vous allez aussi vous demander, est-ce que la manière de négocier et le résultat de négociation que je veux obtenir crée une situation meilleure ou pire dans la relation de management avec les 49 autres pour la suite des événements. Donc vous allez, quand une négociation est répétée ou s'inscrit dans le cadre comme ça va devenir un élément structurel dans le raisonnement pour la conduite de la négociation. D'autres éléments, je vais passer un peu plus vite sur cela. Est-il obligatoire de trouver un accord? Ou bien, est-ce qu'il y a des contraintes et des coûts liés au temps? Il y a toute une dimension de raisonnement tactique sur la gestion du temps dans la négociation. L'exemple classique, c'est la fameuse COP 21 à Paris. Une des choses qui s'est beaucoup inspirée des échecs de la COP de Copenhague, une des choses qui n'a pas marché à Copenhague, c'est que il s'est avéré que lors de la conférence des parties, il y a eu un manque de temps, c'est-à-dire que les négociateurs n'ont pas réussi à rapprocher leur point de vue suffisamment vite. Donc les organisateurs de la COP21 à Paris ont réfléchi à ça en disant comment est-ce qu'on peut fabriquer une méthode de négociation qui évite de tomber dans ce piège qui est de ne pas avoir assez de temps pour rapprocher les positions. Et deux des choix méthodologiques qu'ils ont faits ont été particulièrement efficaces à cet égard. Le premier, ça a été l'idée de demander aux parties à la Convention d'arriver avec des propositions volontaires au départ. Pourquoi ça fait gagner du temps? D'abord parce qu'au début de la négociation, vous avez eu le temps de vous préparer au vu de toutes les positions des gens qui ont déjà apporté des contributions volontaires, et ça diminue vos chances d'échec, puisqu'au pire, vous pouvez arriver à un accord dans lequel il n'y aurait que ce que les gens ont apporté au départ, si vous arrivez à convaincre les autres que c'est acceptable, puisqu'on ne leur demande rien. Donc ça, c'est un très bon choix tactique. Et le deuxième, ça a été de faire intervenir les chefs d'État au début de la conférence. L'habitude dans les conférences, c'est de faire intervenir d'abord les négociateurs subalternes, donc qui vont régler une myriade de problèmes relativement simples, puis on va faire venir les ministres, qui vont aider à régler des problèmes un peu plus difficiles politiquement, et à la fin, il doit rester peu de problèmes sur la table, mais des problèmes lourds, et là, on fait venir les chefs d'État pour les régler. Mais ça, c'est ultra vulnérable au manque de temps, parce que si les chefs d'État arrivent, alors qu'il reste beaucoup d'éléments plus ou moins techniques, de détails compliqués sur la table, on est coincé, c'est ce qui s'est passé à Copenhague. Donc là, le choix a été autre, il a été de faire venir les chefs d'État au départ, pour envoyer un message très fort qui a été de dire, nous, quand on va revenir dans 10 ou 15 jours, on veut que les problèmes soient résolus,
Et sur les problèmes lourds, on s'engage à trouver des accords. Et donc, du coup, ça change la dynamique du temps dans la négociation. Autre élément structurel, est-ce qu'on peut faire des menaces? Est-ce que les contrats auxquels on va arriver sont contraignants? Vous voyez bien que l'accord, on ne va pas négocier de la même valeur si ça nous engage de manière contraignante ou pas. Est-ce que les négociations sont privées au public? Bien sûr, ça change complètement ce qu'on va dire ou pas. Et puis, quand la négociation est publique, toutes les négociations qu'on voit dans les médias, le social, politique, etc., ça oblige à rendre tacite toute une partie de la communication. Donc là encore, on tombe sur un exemple où on pourrait communiquer, mais pour des raisons de pouvoir, on est amené à choisir de ne pas communiquer explicitement et à envoyer des signaux. Donc tout le monde est là, alors qu'on a des radios, des téléphones, tout ce qu'il faut, à envoyer des espèces de signaux de fumée politique que tout le monde essaie de décrypter. Mais donc on est amené à créer une forme de brouillard si la négociation est publique. Les normes du groupe, bien sûr, ou l'intervention d'une tierce partie, ça on y reviendra dans une séance ultérieure, la semaine prochaine ou celle d'après. Donc, cette liste de questions, elle est là pour dire que le cours, il est là pour vous donner des éléments de concepts fondamentaux qu'on va retrouver partout. Il n'épuise pas la question de l'analyse de ces structures de situation, de négociation, mais ça vaut la peine, dans ces situations de négociation, de pousser loin l'analyse des structures de situation, parce qu'elle va être assez déterminante pour le déroulement de la négociation. Donc pour conclure finalement sur la théorie des jeux, les concepts et la théorie des jeux apporte des concepts et des modèles pour réfléchir à la structure des intérêts dans des situations d'interdépendance que sont les situations de négociation. Elle va nous apporter un éclairage sur la logique fondamentale de la négociation. Elle va nous apporter des clés pour l'analyse des situations de négociation. En revanche, on retrouve ce que je vous avais indiqué au début avec la citation d'Howard Dreyfus. La mise en œuvre mathématique de la théorie des jeux n'est pas pertinente. Pour toute une série de raisons. D'abord, on n'a jamais des données précises sur les valeurs. Les valeurs changent au fur et à mesure de la négociation parce qu'elles sont attachées aux perceptions de ces valeurs par les négociateurs. On va y revenir dans un instant. Ensuite, la stratégie pousse sans arrêt à sortir du cadre et à faire déborder ou à changer la situation d'une manière qui fait qu'elle ne soit pas calculable. Et c'est même mais le point important, c'est que le raisonnement rationnel sur la stratégie vous dit rationnellement que vous avez intérêt à déborder la règle du jeu telle qu'elle était cadrée. Et donc, ça nous pousse rationnellement en dehors des limites du calculable dans la situation. Et puis, la coordination tacite échappe à des raisonnements de calcul. Tous les éléments de coordination tacite qu'on a vus, ils échappent au raisonnement de calcul. Au total, la négociation ne peut donc pas être... La structure des intérêts est très importante, mais la négociation ne peut pas être réduite à la structure des intérêts. Dans le livre de Schelling, il y a un appendice très très intéressant. Il nous dit, voilà, un jeu de négociation, donc un jeu mixte, n'est pas défini par sa matrice de gain. On va dire ça autrement, la matrice de gain ne suffit pas à décrire une situation de négociation. Vous voyez ce que c'est la matrice de gain? Elle suffit à définir un problème de théorie des jeux, mais elle ne permet pas de définir une vraie situation de jeu. Pourquoi? Parce que pour définir une vraie situation de jeu, il faut dire aussi comment les opérations vont être menées concrètement. Or, les détails de la manière dont est opérationnalisée l'interaction vont avoir une portée énorme sur le contenu et le résultat de l'interaction. Donc ce résultat théorique de Schelling est fondamental par rapport aux bases de la théorie des jeux. Là, le jeu ne permet pas de définir entièrement une situation d'interaction en interdépendance, parce qu'il faut aussi spécifier les conditions opérationnelles de l'interaction, et ces conditions opérationnelles ne respectent pas ce que donneraient les outcomes si on prenait en compte que la matrice initiale
de théorie des jeux. Et du coup, l'analyse des situations de négociation, eh bien, elle va nous mettre en tension entre la structure des intérêts et puis la compréhension des processus et des contextes. Du coup, et ce sera la fin de cette séquence-là, le processus et le contexte sont complètement contingents ou en partie contingents à des éléments extrêmement subjectifs ou instables ou volatiles. Et donc la négociation ne peut pas être réduite à un objet d'étude positive, c'est-à-dire où on essaierait d'avoir une approche prévisionnelle en disant ben voilà, on connaît les variables au départ, donc voilà ce qui va sortir à l'arrivée. Et du point de vue de la conduite de la négociation, elle ne peut pas non plus être réduite à un calcul rationnel. Le résultat, c'est qu'on ne peut pas proposer un modèle normatif général de la négociation. On ne peut pas mettre sur la table un cadre général à suivre pour régler les problèmes de négociation. La seule chose qu'on peut faire, c'est proposer des concepts et des schèmes conceptuels qui ont une portée générale, c'est-à-dire qui sont éclairants dans beaucoup de situations. L'idée de intégratif distributif, par exemple, c'est éclairant dans beaucoup de situations. Mais la mise en œuvre de ces notions, elle est nécessairement idiothétique. Alors là, j'emploie volontairement ce mot savant. C'est l'inverse de nomothétique. Dans l'analyse des théories, on oppose d'un côté des théories nomothétiques, c'est-à-dire qui permettent de dégager des lois. Si je vous dis que les pommes tombent à une certaine vitesse, là on peut calculer la vitesse de la pomme, elle obéit à des lois, alors que d'autres phénomènes relèvent d'une approche idiothétique. Idios, ça veut dire particulier, alors que nomos, ça veut dire loi. C'est de la connaissance qui est basée sur le fait d'accepter de rentrer dans les particularités d'une situation. Pour comprendre une situation de négociation, il va falloir rentrer dans les éléments particuliers parce que vous ne pouvez pas avoir une compréhension qui soit basée sur des lois générales, en tout cas qui ne soit basée que sur des lois générales. Peut-être un élément de discussion finale sur ces approches inspirées de la théorie des jeux avant qu'on pose. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le fait qu'en partant de structures de calcul rationnel des intérêts, on se retrouve dans des choses aussi contingentes et flottantes. C'est un peu accablant comme prise de conscience? Non, vous doutiez déjà. C'est accablant parce que le postulat de base, c'est qu'on ne peut pas se faire confiance avec la personne, qu'on est obligé d'avoir une communication voilée, cachée et tout ça. Voilà, on est encore une fois aussi dans la limite de la manipulation. Et le côté accablant, il est plus là, il est qu'on ne peut pas avoir simplement se faire confiance, montrer honnêtement toutes nos courbes d'utilité ou ce qu'on veut, et chercher le meilleur parce que on considère que la personne en face ne va pas être honnête. Mais ça, c'est plus un constat général. Donc pour vous, en fait, c'est un accablement non pas académique, mais moral en fait. Voilà, c'est à partir de ce constat, en effet, dans la négociation, on va retrouver ce côté que la personne en face n'est pas 100%, enfin, on part de ce postulat qu'elle n'est pas forcément honnête. Après, il ne faut pas préjuger de... les normes morales, ça peut être quelque chose de fort aussi, quoi, et ça peut vraiment contraindre ta négociation derrière. C'est-à-dire que ce que tu objectes, c'est bon, on a envie de remettre un peu d'impératif moral derrière quand même, de ne pas trop abuser l'un de l'autre. Mais ça peut avoir une interaction pratique dans des situations de négociation où tu vas rompre une négociation si tu as l'impression d'être en train d'être trop manipulé, ou alors que tu vas plus chercher à produire des interactions avec une personne si tu as l'impression qu'elle ne se comporte pas bien. C'est des façons c'est des impératifs qui peuvent exister en pratique, ça n'enlève rien, quoi. Mais tu agis dans ce cadre-là, quoi. D'autres remarques? Sur le plan, cette fois-ci, plus académique, qu'est-ce que ça nous dit sur la place des approches, disons, de calcul dans la conduite des intérêts humains et de leur dimension plus qualitative? Comment vous voyez ça en rapport avec l'économie, par exemple, ou avec d'autres... ou avec les outils du calcul rationnel et leur relation avec les outils de l'étude des situations particulières?
trouve ça intéressant que dans le processus de négociation, on arrive sur la droite de Pareto, via les discussions, etc. Après, là où je m'interroge, c'est est-ce que si vraiment toutes les informations étaient ouvertes, et qu'on essaie d'optimiser les profits de tout le monde, est-ce qu'on n'arriverait vraiment pas à un résultat meilleur? Enfin, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que vraiment l'aspect intégratif fonctionne au mieux avec les négociations Alors c'est vrai que ça pose une question qui m'a toujours fasciné, qui est la suivante. On va se ramener au cas le plus simple de négociation, hein. Le marchandage sur un seul enjeu, la moto d'occasion. Hein. Donc, vous vous rappelez qu'on avait évoqué la situation suivante. Le vendeur, il est prêt à vendre sa moto à condition qu'on lui en donne plus que 2000 €. Et l'acheteur, il est prêt à acheter la moto à condition qu'il ne la paye pas plus que 3000 €. Ok, ils vont discuter, machin et tout, puis ils vont se mettre d'accord quelque part entre 2000 et 3000 €. La question clé de la transparence, hein, ça revient à la question morale que votre camarade posait tout à l'heure sur la coopération. Imaginez qu'on mette sur la table, le vendeur dit ok, moi je suis d'accord pour la vendre si tu me la payes plus que 2000. Et l'acheteur dit ok, moi je suis d'accord pour l'acheter à condition que je ne la paye pas plus que 3000. Cette situation-là, est-ce qu'elle est foncièrement meilleure pour se mettre d'accord? C'est pas du tout évident, parce que là, ça devient évident que ce que l'un gagne, l'autre le perd, qu'il n'y a aucun risque de ne pas avoir d'accord. Donc finalement, chacun peut monter sur ses ergots et utiliser n'importe quel moyen qu'il a pour dire à l'autre, ah ben moi dans ce cas-là, je te l'achète à 2000 € ou à 2005 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'enlève rien à la violence de la situation. Au contraire, ça peut augmenter la violence de la situation. Imaginez une situation où vous allez au ministère de l'Environnement. Et au ministère de l'Environnement, vous avez des personnes dans les services auxquels vous avez affaire qui travaillent, qui ont des statuts complètement différents les uns des autres. Vous allez avoir des contractuels, vous allez avoir des ingénieurs de tel corps d'ingénieurs, vous allez avoir des gens qui sont sur tel ou tel statut, etc. Et dans une équipe de travail, vous allez avoir des gens qui vont avoir des missions comparables sur des statuts différents. Imaginez qu'on mette tout sur la table. Hein, il y en a un qui, pour le même boulot, gagne 4000 € net par mois, et l'autre qui, pour le même boulot, gagne 2000 € net par mois. Ils sont dans le même bureau. Est-ce que la situation devient moins coopérative et moins violente une fois qu'on a mis sur la table chaque élément de qui fait quoi et qui gagne combien? Pas vraiment. Donc, l'idée qu'un partage total de l'information favoriserait des relations pacifiées et une coopération complète et aiderait à résoudre les enjeux distributifs n'est pas évidente en fait. Ça renvoie à des idées de voile d'incertitude ou autre, c'est pas la même idée, mais la transparence totale n'est pas forcément un gage de coopération. Vous avez deux collègues qui peuvent travailler ensemble, tant qu'ils ne savent pas l'écart de salaire entre eux, chacun s'engage, on est dans une coopération d'équipe, etc. Le jour où vous apprenez que vous gagnez 2000 € pour faire le job et que l'autre gagne 4000 € pour faire le même job, c'est pas sûr que votre coopération gagne. C'est intéressant aussi de voir du coup, pour remettre en perspective avec d'autres enseignements en économie, on n'a pas ce côté, on voit peu ce côté processus, ce côté étude du contexte, alors qu'on a étudié la situation qui est la base de l'économie marchande, c'est quand même une négociation, une transaction directe, certes, il y a un côté emboîtement d'échelle en fait, qui est assez intéressant. Mais qui donne envie de dire que ça peut aussi des fois être juste une question d'échelle, qui est la compréhension des situations particulières données de transactions contre la compréhension des structures générales de comment s'établissent les transactions. On peut se donner comme objet examiné sans comprendre tous les processus derrière aussi. Voilà, donc la question devient, dans quelle situation
dans quelle situation d'échelle, dans quelle situation d'ordre de grandeur, les résultats qu'on obtient par calcul sont significatifs et donc on peut ignorer les éléments qualitatifs des processus et donc les résultats par calcul sont significatifs. Et donc, bien sûr, il n'y a pas, on ne peut pas dire à petite échelle les processus comptent, à grande échelle non. Ça dépend de la nature du problème posé. Si je me pose la question des échanges agricoles à l'échelle mondiale, ils ne sont pas simplement la somme d'échanges agricoles entre des agents économiques, ils sont aussi le résultat de négociations de force entre des puissances. Mais dans chaque cas, la question est jusqu'à quel degré je peux ignorer ou négliger l'effet des processus. Est-ce que ça obère un peu, beaucoup, pas du tout, ou complètement la signification de ce que j'obtiens par des raisonnements ou des modèles calculés? Ouais. C'est une question d'application aussi peut-être. Parce que par exemple, quand on fait des calculs normatifs en économie, je sais pas, justement, ça me fait penser, si on calcule une taxe picouvienne, on sait tout ce qu'il faut faire pour limiter la pollution, et après on nous dit en réalité on ne sait rien sur l'entreprise, on ne sait pas ça, et finalement on a un calcul économique normatif qui ne s'applique pas, peut-être parce qu'il prend moins en compte, ou difficile à s'appliquer parce qu'il n'y a pas cet aspect processus justement. Imaginez que vous arriviez avec un calcul parfait sur la tarification de l'énergie pour inciter les ménages à partir dans la transition énergétique. Et que vous ayez 30% des ménages qui arrivent en disant « moi j'ai pas d'argent, donc de toute façon il faut que vous me donniez de l'argent pour payer ma facture d'électricité ». Ben là vous avez la situation réelle, vous avez l'avantage négociatoire à la capacité d'agir, etc. Et donc effectivement là on se retrouve dans une importance très forte des processus. D'autres remarques? Ok, donc on va fermer ce volet-là et rentrer après la pause dans d'autres